Samedi, le 6 décembre prochain, on va souligner les 25 ans de la tuerie à la Polytechnique. Il y a 14 femmes qui sont décédées à la suite de cette tuerie. Et François Doré, on t'accueille aujourd'hui en studio pour que tu puisses nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé justement le 6 décembre 1989, mais aussi ton expérience personnelle, parce que tu étais policier à la Sûreté du Québec à l'époque. À ce moment-là, oui. La tuerie de la Polytechnique, évidemment, 25 ans samedi prochain que ça a eu lieu. C'est un événement tragique. Tout le monde s'en souvient ou tout le monde en a entendu parler. C'est la journée où un dénommé Marc Lépine, dans la vingtaine, 25-26 ans, est entré à la Polytechnique avec une arme à feu, une arme longue, une arme obtenue légalement avec un permis et un couteau, et a systématiquement tué 14 femmes. À divers endroits de la Polytechnique. Il a réuni des gens, il a séparé les femmes des hommes, et il avait non pas une vengeance à assouvir, mais il avait quelque chose contre les femmes à qui il reprochait d'avoir ruiné sa vie. Il a donc fait sortir à un moment donné des hommes et il a lâchement assassiné 14 femmes avant de retourner l'arme contre lui. C'est ce qui s'est passé à la Polytechnique le 6 décembre 1989. Oui, on s'en souvient tous, malheureusement. Même ceux qui n'étaient pas là en ont entendu parler énormément. Mais toi, là, comme tu l'as dit, Sandra, François, tu étais policier à l'époque. Est-ce que tu as eu à intervenir là-dessus? Comment ça s'est passé à l'interne? Pas à ce moment-là, parce que, bon, je faisais partie de la Sûreté du Québec, comme vous le savez. C'est le service de police de la Ville de Montréal qui a enquêté, qui est intervenu sur place, même s'ils ont été critiqués abondamment, on en parlera par la suite. Moi, à ce moment-là, j'étais à Saint-Jérôme, j'étais aux Mœurs. Je travaillais des enquêtes d'alcool, moralité, drogue et jeux. C'est sûr que l'événement a quand même touché l'ensemble de la communauté policière, une grande frustration, une grande peine, une grande tristesse qui, même 25 ans plus tard, existe toujours. 14 femmes sont mortes de façon totalement inutile cette journée-là. Aux mains d'un homme qui a dit « Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieurs, vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes et je haïs les féministes. C'est un drame dont il ne faut pas oublier le résultat, mais qu'il faut prévenir à tout prix. Il faut souligner justement cet événement-là pour que jamais ça ne se reproduise. Tu as dit que c'est le SPVM qui avait été appelé sur place. Est-ce qu'ils ont quand même appelé certains policiers de la Sûreté du Québec en renfort? Parce que c'était quand même tout un événement. C'est tout un événement, mais ça s'est passé relativement rapidement. En moins de 20 minutes, la tuerie était faite. Lépine s'était suicidé. Il y a eu des reproches qui ont été faits au SPVM pour le temps de l'intervention. On sait que le SWAT, le groupe tactique d'intervention, n'est intervenu qu'une heure après le suicide de Marc Lépine. Est-ce qu'il y a eu des demandes de fait à la Sûreté du Québec à ce moment-là? C'est loin un peu, comme je vous dis, en 89, j'étais à Saint-Jérôme. Je pense que Montréal est en mesure de traiter le dossier. Si l'événement s'était déplacé, peut-être est-ce qu'on aurait fait appel à la Sûreté du Québec, mais pas dans les minutes qui ont suivi l'événement, non. Et qu'est-ce qu'on reproche, là? Tu disais qu'il y avait eu des reproches envers le service de police de la Ville de Montréal. Ah, c'est sûr que ça a été critiqué parce que les premiers patrouilleurs qui sont intervenus ne sont pas entrés, ne se sont pas mis à la recherche du tireur. Parce qu'aujourd'hui, on connaît le principe du tireur actif, le plan de réponse pour des établissements sécuritaires, où les policiers, s'ils sont informés que dans un établissement scolaire, s'ils trouvent un potentiel tireur-tueur, vont entrer, vont se mettre à la recherche, vont provoquer une rencontre avec, justement, le suspect pour éviter que le danger se déplace, ce qui n'existait pas nécessairement à cette époque-là. Et ça a été critiqué. Ça a été critiqué par de nombreux rapports, que ce soit le coroner ou un rapport d'enquête qui a été fait par la suite. L'analyse des événements, on a critiqué les policiers de Montréal et les choses ont changé depuis. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, les policiers, s'ils ne sont pas entrés? Bien, ils ont attendu que le SWAT arrive et à ce moment-là, bon, oui, ils sont entrés, mais malheureusement, le drame s'était produit. Tout le dommage avait été fait, tristement. Et pendant que les policiers étaient à la porte, oui, il y a encore des coups de feu qui étaient tirés. Alors, les policiers premiers intervenants sur place entendent des coups de feu, mais ne sont pas entrés. Alors, est-ce que ça a pu contribuer à faire en sorte qu'il y ait des victimes supplémentaires? On ne le saura jamais, mais on peut le présumer. Et après ce tragique événement, est-ce que vos pratiques ont changé? Absolument. Que ce soit au SPVM, que ce soit un peu partout dans le monde, à la Sûreté du Québec, il y a eu des plans d'opération qui ont été développés. J'en parlais tantôt. Le plan de réponse pour des établissements sécuritaires, une entrée beaucoup plus dynamique, une fouille systématique, le confinement des élèves dans des classes, la protection, fermer les rideaux, fermer les portes, ne pas bouger, attendre que les policiers se présentent pour justement être libérés.
et trouver, évidemment, le suspect là, avant qu'il fasse d'autres victimes. Ces pratiques-là ont changé et s'adaptent d'année en année. Ben oui, d'ailleurs, on a eu un exemple très réussi quand on pense à ce qui s'est passé au Parlement d'Ottawa tout récemment. Oui, récemment, au Parlement d'Ottawa, évidemment. Et on l'a vu même avant ça. On l'a vu à Dawson quand Kim Vergil s'est présenté. Ouais. Kim Vergil. Et là, à ce moment-là, j'étais aussi à la Sûreté du Québec. J'étais à Montréal. Et oui, la Sûreté du Québec a été demandée en renfort à ce moment-là. Parce que dans les minutes qui ont suivi l'entrée de Kim Vergil, le meurtre de Anastasia de Souza, où il a été atteint par un policier qui, lui, est entré et il s'est finalement suicidé. Il s'est quand même déroulé que fort peu de temps. Ce sont des drames là, qui surviennent très rapidement. Et parlons un peu de Marc Lépine. Est-ce que c'est un homme qui avait des antécédents judiciaires? Pas d'antécédents judiciaires comme tel. Et la preuve, c'est qu'il avait obtenu cette arme-là de façon tout à fait légale. C'est une arme de chasse. Aujourd'hui, on peut se questionner sur pourquoi avoir ce genre d'arme-là pour aller à la chasse. C'est une arme d'une capacité de 5 balles, un chargeur de 5 balles, mais avec lequel, malheureusement, là, il a fait les morts que l'on connaît. 14 femmes, 14 futurs ingénieurs. Donc, il n'y avait aucune façon de prévenir à l'époque, mais peut-être que si ça s'était passé aujourd'hui, justement, il aurait pu faire des menaces sur Facebook. Et là, les policiers auraient eu la puce à l'oreille. Absolument. Les policiers seraient intervenus. Et ça, on l'a vu dans le passé que les policiers interviennent lorsqu'il y a des menaces qui sont faites. On l'a vu plus tôt ces jours-ci, des menaces à l'égard de Pierre-Carl Pelado. Oui, on en a parlé. Vous en avez parlé, c'est-à-dire. Et le suspect a été arrêté hier à son domicile. Alors, ce genre de menaces-là, oui, peuvent être partagées sur les réseaux sociaux et enquêtées par les policiers. Les policiers font de la prévention en ce moment-là. Les choses ne sont pas faites comme elles l'étaient il y a 25 ans. Il y a eu une évolution, bien sûr, dans la pratique. Et François, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi le projet de loi C-42 et qu'est-ce que tu en penses? Le fameux projet de loi C-42, ouais. Ça, c'est dans la lignée, c'est dans la foulée de ce que le gouvernement fédéral a décidé, c'est-à-dire d'abolir une partie du registre des armes à feu concernant les armes longues. Et C-42, ce que ça vient faire, en bref, là, c'est que ça permet de limiter le nombre de permis pour pouvoir posséder une arme ou la déplacer. Parce qu'actuellement, pour pouvoir déplacer une arme, ça prend un permis de transport. Évidemment, les armes de chasse n'y sont pas nécessairement soumises, mais de club de tir en club de tir, des armes à autorisation restreinte ou des armes prohibées, quoique les armes prohibées, on n'en a pas, heureusement, trop en circulation. Oui. Mais ça vient faciliter des choses pour celui qui la possède pour pouvoir la transporter d'un endroit A à un endroit B sans être questionné. Il a le droit de le faire. En ce sens-là, moi, je pense que C-42 vient diminuer le contrôle des armes à feu et malheureusement peut-être augmenter le risque. J'espère avoir tort, mais je pense que ça pourrait arriver. Oui, j'espère aussi. Hein. Merci beaucoup, François. Je vous en prie. Pendant que tu nous parlais de l'histoire de la Polytechnique, on voyait des images. C'est des images tirées d'un documentaire qui a été fait ici par notre amie et ancienne collègue Hélène Fouquet et qui sera rediffusé en fin de semaine sur nos ondes à ADR. Donc, surveillez notre poste là, pour voir ce documentaire pertinent, touchant, qui en dit long sur ce qui s'est passé. Puis ça me fait penser aussi, hein, vous pouvez toujours louer le film Polytechnique qui a été fait, qui est sorti il y a 5-6 ans à peu près. Moi, je l'avais vu. Là. C'est marquant. C'est marquant, c'est touchant. Merci beaucoup, François, d'avoir répondu, nous avoir éclairé sur la Polytechnique. Au retour de la pause, tu vas répondre cette fois-ci à la question du public. Restez là.